Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi tous les nuages, le PaaS, le CaaS, le FaaS, le DaaS, tout ce qu'on peut inventer qui finit en AAS, on en parle dans ce podcast. Mais on parle de bien plus que ça. Et avant de commencer le podcast, j'aimerais dire bonjour à Monsieur Di. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Toujours pas d'intention. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Il est toujours très, engagé sur les sujets qu'on va évoquer. Donc, j'espère que ça va être passionnant. Ça va l'être, c'est sûr, aucun doute là-dessus. Alors, depuis le début de cette année, dans le podcast, on parle beaucoup d'écologie, avec notamment des sociétaires de Boa Vista. L'idée, c'est d'être en rapport avec d'autres formats que je propose sur la chaîne YouTube, notamment la visite du data center d'Infobayac, ou la future vidéo à propos d'Exoscale et de CloudFS. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous, vous saurez quand est-ce que ça arrive. Et donc, on parle surtout d'empreinte environnementale, d'équivalent CO2, de litres d'eau, de watts, de fabrication de machines. Mais quand on regarde un peu les textes à propos de sustainability, durabilité en français, on se rend compte que ça prend bien sûr en compte l'utilisation des ressources, leur import, etc. Mais cette durabilité, elle comprend aussi les aspects sociaux et exécutifs. Autrement dit, est-ce que mon usage a un impact social qui est bénéfique? Cette trinité, on la nomme souvent environnement, social et gouvernance. On l'appelle souvent ESG donc, et c'est pas qu'un outil. Et dans le même espace, d'ailleurs, on peut parler de CSRD, on peut parler de RSE et de plus encore. Et c'est beaucoup de sigles en fait qui définissent comment on devrait ou comment doivent agir les entreprises, notamment si elles veulent obtenir des pépettes, des autorisations et des subventions. Alors, dans ceux qui connaissent déjà l'ESG, il y a les trois du fond qui vont me dire c'est l'épisode walk du Cloud Screener. Non, pas du tout. Et à vrai dire, j'en sais rien, c'est pas moi qui fais les règles de l'ESG. Mais dans mes contacts, j'ai une personne experte. Non, vraiment experte dans ce sujet-là. Elle prend les boîtes un peu perdues à propos de toutes ces normes et elle en fait des modèles de vertu sociale. Ou même des modèles de vertu sociétale, même, je dirais. Et donc, je vous présente Emmanuel Olivier Paul, fondatrice du cabinet Advaes. Et donc, je reviens vers toi, Emmanuel. Comment vas-tu une nouvelle fois? Est-ce que ça te parle, le SG? Je suis quand même un petit peu dedans il y a quelques années déjà. Alors, je regarde plus particulièrement les acteurs de la tech. Anthony, tu l'as bien précisé. Sachant que tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont concernés, puis nous dans notre quotidien aussi. C'est pas seulement qu'un sujet professionnel, c'est un sujet aussi, je dirais, de citoyens et de citoyennes, pour le remettre en perspective. Donc, comme tu l'as dit, alors en français, c'est vrai que le terme ESG est parfois moins utilisé. Le E, c'est pour environnement, le S, c'est pour social ou sociétal. Je préfère même le terme sociétal qui est un peu plus large que celui de social, qui l'englobe. Et puis le G, c'est pour la gouvernance. La gouvernance, tu vas la décliner suivant les secteurs de manière différente. C'est souvent une approche assez transverse. Nous, dans le numérique ou dans la tech plus largement, on va avoir des dimensions qui vont être plus fortes, qui vont être peut-être sur l'aspect gouvernance liés à des sujets de confiance numérique, d'éthique, de relations dans les affaires. Avec les sujets de l'IA, on a beaucoup parlé d'éthique, avec les biais et tout ce que ça peut avoir comme incidence. Et c'est vrai que les entreprises vont j'irais appliquer de manière des stratégies qui vont relever sur les sujets après de responsabilité sociétale et environnementale ou responsabilité sociale des entreprises. La RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. Donc on voit, on a différentes dimensions qui peuvent se décliner avec différents objectifs. Et bref, in fine, ce qu'on va dire, c'est ce que tu as bien dit, c'est qu'il y a un sujet environnemental, il y a un sujet qui est social et sociétal, et il y a un sujet qui est un peu plus large, enfin pas plus large, plus transverse, mais qui peut englober les deux,
qui est lié à la gouvernance, comment l'entreprise, ou même nous, dans notre quotidien, si on veut l'appliquer au grand public, mais plutôt les entreprises et les organisations, parce que c'est valable aussi sur le secteur public, vont adopter, je dirais, entraîner leur modèle d'affaires, en fait, pour répondre à ces enjeux-là. Il y a une interdépendance très forte entre chacun de ces sujets, et on ne peut pas les aborder de manière, on va dire, uniquement indépendamment, pardon, les uns des autres. Il y a ce qu'on appelle une approche qui doit être systémique. On en reviendra notamment sur la tech, sur les sujets environnementaux qui vont toucher entre eux, qui peuvent toucher aussi des sujets sociétaux, etc., etc. Donc voilà, si on veut camper le décor. Et c'est vrai qu'effectivement, Advaes, comme tu l'as dit, nous on s'est spécialisé vraiment sur ces sujets-là et dédié à la tech. Donc si on prenait à un moment donné, on croise deux dimensions. Il y a cette dimension sociétale, environnementale et de gouvernance qu'on regarde en ce qui concerne l'écosystème. Moi, j'aime bien cette notion d'écosystème en fait de la tech et du numérique, parce que ça intègre aussi bien que les actions portés par les acteurs de cet écosystème-là en tant que prestataires, fabricants de matériel, éditeurs de logiciels, opérateurs de services, dans lesquels on va retrouver effectivement les opérateurs de cloud computing que tu connais bien, et les entreprises de services du numérique, les conseils aussi. Donc tout cet écosystème-là et leurs clients, in fine, parce que aussi leurs clients, ça va des DSI, mais aussi les métiers dans les entreprises à différents niveaux, parce que en fait le numérique il est partout, et donc on ne peut pas le mettre sans intégrer comment vont agir, comment vont utiliser aussi ces clients finaux, comment ils vont utiliser la tête au quotidien, parce que ça a un impact bien évidemment en fait sur l'ensemble. Oui, très bien. Et si je dois comprendre le service principal que rend Advaes à ses clients, je m'appelle Jean-Claude, j'ai une entreprise de BTP numérique dans Minecraft, on va dire. Enfin, des choses raffinement comme ça. Et un jour, je me réveille et je me dis, mais quand même, j'ai pas mal de serveurs pour faire tourner ce truc-là. Mes employés, faut qu'ils viennent à la maison. Je n'ai pas insufflé. J'ai une équipe de 30 personnes dans laquelle je n'ai pas insufflé d'idées, de politique et de manière de fonctionner et de manière de s'organiser. Et aussi ma gouvernance et ma boîte, donc je fais ce que je veux. Si je comprends bien, donc plein de boîtes tournent comme ça, il y a pas de problème, elles sont pas forcément très organisées. Mais si j'ai envie de manger du côté de, par exemple, la levée de fonds ou la subvention, ou simplement aller voir une banque et lui dire, j'ai tel projet, j'ai envie d'avoir un prêt, elle risque de me demander en fait tous ces critères ESG. Oui, tout à fait, on les voit de plus en plus apparaître. Alors, il y a une réglementation européenne qui a déjà été initialisée il y a quelques années, qui s'est transformée, qui s'adresse plus particulièrement, on va dire, aux entreprises privées, qui est une obligation de faire de ce qu'on appelle du reporting extra-financier, qui existe déjà depuis, je vais pas rentrer dans tous les sigles, mais on a voulu la renforcer. Là, il se trouve qu'il y a des effets de balancier qui, depuis le début d'année, au contraire, on va peut-être de nouveau l'alléger. Donc, on voit que c'est pas stabilisé, on va dire. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des profils d'entreprises du domaine privé qui sont cotés en bourse pour certaines, d'autres pas nécessairement, mais qui ont une certaine taille, un certain volume de chiffre d'affaires, un certain volume aussi d'actifs hors bilan. Donc ces entreprises-là aujourd'hui ont des obligations réglementaires de reporter non pas que la partie financière de leur activité, mais aussi la partie extra-financière, avec un certain nombre de data points. Donc là, elles sont obligées à un moment donné de toucher ces sujets-là et de les, factualiser à travers des données, mais que ça peut être des données, ça peut être du qualitatif, ça peut être sous forme de narratif, et puis de plus en plus, bien entendu, on va leur demander de comptabiliser. C'est bien une comptabilité en fait extra-financière, au même titre qu'on a une comptabilité financière. Donc qui dit comptabilité, il faut qu'à un moment donné on se comprenne. Donc ça va être les émissions de gaz à effet de serre par exemple, ça va être la consommation énergétique sur les aspects environnementaux, la consommation en eau, l'usage de l'eau, sur les aspects sociaux, on va voir le nombre de femmes par exemple, la part des femmes dans l'ensemble des effectifs, ça va être aussi l'inclusion liée à la part du handicap, etc. Ça peut être aussi la contribution à l'emploi, d'autres sujets, donc ça peut aller effectivement très très loin.
les écarts de salaire entre les collaborateurs, les collaboratrices à travail égal. Et sur la partie gouvernance, on va avoir des sujets qui vont être liés notamment à des chartes achats responsables, comment elles embarquent leurs fournisseurs aussi dans cette même dynamique, quels sont les efforts qu'elles font, quel pourcentage de fournisseurs elles ont engagés, sur ces sujets-là. Ça peut être aussi la charte d'éthique, ça peut être aussi tout ce qui va être la protection quand on achète de la matière première qui est à l'autre bout du monde, ou de la fabrication de certains équipements. C'est le travail notamment des enfants, savoir si effectivement les produits ont été fabriqués dans de bonnes conditions et respectent les droits humains. Voilà, on va retrouver un ensemble de sujets et donc qui se factualisent sous forme ce qu'on appelle de data point, de points de données dans cette réglementation-là. Cette réglementation-là va avoir ce qu'on appelle un effet de ruissellement, puisque ces sociétés-là, qui sont éligibles à cette réglementation dont tu as donné tout à l'heure le nom, qui s'appelle la CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est une réglementation européenne, qui est déjà appliquée dans le droit français, transposée dans le droit français, et qu'aujourd'hui, donc, il y a des changements au niveau européen pour l'alléger, notamment alléger le nombre de points de données et puis les sociétés qui seront éligibles. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est dans des aspects vraiment réglementaires, c'est pas l'objectif ici de notre échange. Néanmoins, les entreprises qui sont concernées et qui vont rester concernées malgré l'allègement font qu'elles vont ruisseler, elles vont demander à leurs fournisseurs aussi de suivre un certain nombre de ces principes-là, puisque ces fournisseurs-là rentrent quelque part dans leurs propres engagements qu'elles doivent tenir. Ce qui est aussi important, c'est que c'est pas au-delà de la comptabilité, c'est de dire qu'on s'engage aussi sur des améliorations. Donc, on va décliner ce qu'on appelle une feuille de route pour dire à 3-5 ans, voilà, je suis aujourd'hui à tel point, sur tel sujet, il faut je m'améliore ou j'atténue, on va parler d'amélioration, de progrès, de temps, donc d'ici 3-5 ans. Et donc c'est pour ça qu'aussi des fournisseurs peuvent rentrer, ce qu'on appelle au-delà même des fournisseurs, les parties prenantes, parce que les parties prenantes aussi, ça peut être les parties prenantes internes, les collaborateurs, les collaboratrices de l'entreprise. Donc, qui, dans leurs actions du quotidien, peuvent aider, bien entendu. Donc, là, c'est un point que tu as un peu aussi évoqué tout à l'heure, comment on peut faire pour embarquer les équipes en interne à faire mieux sur ces sujets-là. Donc, il va y avoir ensuite, ça va se décliner sous la forme de plans, donc de plans internes, effectivement, de plans externes, je parlais des fournisseurs et des autres parties prenantes. Et puis, effectivement, il y a l'autre volet, c'est que ces entreprises-là, donc du coup, dans les achats, à un moment donné, il y a des appels d'offres. Dans ces appels d'offres, il va y avoir un volet qui va être dédié, ce qu'on appelle volet RSE, et dans ce volet RSE, ça peut compter in fine pour 20% de la note, entre 10, ça peut monter à 25% aujourd'hui. Donc c'est plus anodin. C'est-à-dire que les fournisseurs aujourd'hui, ils ont une obligation quelque part de fournir des informations qui vont permettre au client de juger de son engagement et pendant toute la durée du contrat. Donc, parfois, sur des contrats qui sont à 3, 4 ans ou 5 ans, c'est aussi lui-même, il doit dire, moi, je vais faire aussi des progrès dans ce contrat et voilà sur quoi je vais agir pour pouvoir aussi avoir des améliorations et fait que vous-même, client, donc vous puissiez vous améliorer avec moi, grâce à moi aussi dans certains cas, sur ce sujet-là. Donc là, c'est dans le privé, mais ce volet RSE aussi, la France est particulière, c'est qu'il est dans le cadre de la loi AGEC. Donc là, on a parlé d'une directive européenne qui est la CSRD, qui concerne plutôt les entreprises privées et certaines entreprises privées, avec le ruissellement dans les appels d'offres. Là, dans les marchés publics en France, il y a une autre loi. Là, c'est une loi française qui est, il me semble, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, qui impose en fait déjà aux administrations françaises d'une certaine taille, etc., de mettre en place sur certains sujets, notamment liés au numérique, une stratégie numérique responsable. Donc là, on pourra en revenir, mais qui aussi impose, dans le cadre des appels d'offres, au-dessus d'un certain volume, en fait, d'avoir aussi ce volet RSE inclus. Et c'est lié à l'objet du contrat. Donc, typiquement, je sais pas, je vais acheter des équipements informatiques que je veux déployer, je demande qu'ils soient hébergés sur des environnements faits tiers. Dans ce volet-là, il peut y avoir 20% de la note. Donc, c'est loin d'être anodin non plus, parce que si on n'a pas travaillé, le fournisseur n'a pas travaillé ce sujet-là et qu'il arrive au moment de la réponse à l'appel d'offres, ça, c'est des cas que j'ai vécu où on m'a appelé. Donc, concrètement, Emmanuel, voilà, j'ai un appel d'offres, là, il y a un volet RSE, je n'ai rien de formalisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux m'aider? Donc là, voilà, typiquement, nous, on peut, pour les acteurs de la tech,
plus particulièrement. On ne pourra pas le faire dans l'agriculture ou je sais pas d'autres industries, mais on peut amener des éléments aussi qui vont être vraiment liés à l'objet du contrat. Et c'est rare qu'en général un fournisseur travaille seul. Donc il faut qu'il ait des éléments, des indications sur aussi ses partenaires technologiques, services, etc. Donc il y a toute une chaîne à un moment donné de responsabilité. C'est toute la complexité, mais c'est valable dans d'autres industries. Donc, on voit que là, le privé, avec cette réglementation européenne, on voit le public avec la loi AGEC, et pour certains marchés publics, voilà, cette obligation-là qui est spécifique à la France, et du fait que d'un côté comme de l'autre, dans notamment les appels d'offres, ça devient plus négligeable et que quelque part, une entreprise, si elle n'a pas les éléments, elle peut être exclue. Si elle a les éléments, il va falloir qu'elle les valorise du mieux possible, et que ça peut être un élément en fait in fine qui va faire basculer à technologie équivalente peut-être le choix d'un prestataire vis-à-vis d'un autre. Et puis après, il y a aussi, tu l'as dit, la partie finance, donc les actionnaires, qui eux aussi ont une autre réglementation, c'est la Sustainable Finance, donc la CFDR, qui est une autre réglementation. Là, c'est aussi plus international et autres. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les actionnaires vont regarder, donc ça peut être au moment d'une levée de fonds, par exemple, ou au moment d'une acquisition, on va regarder ce sujet-là parce que il est aussi étroitement lié à des sujets de performance et de résilience. Donc, c'est plus qu'uniquement un sujet environnemental, sociétal, de gouvernance, mais aussi de résilience. Et dans la tech, c'est quand même aujourd'hui ce qu'on le voit. Donc, si on revient sur des sujets d'actualité, peut-être que on voit ce qui se passe. Faut savoir qu'en amont, très très en amont, pour fabriquer du matériel, il faut des ressources, des matières premières. Dans les matières premières, il y a des terres rares. Dans ces terres rares, demain, on n'est pas. Il y a des enjeux géopolitiques et on le voit très clairement. S'il y a un manque ou autre, ça peut avoir une incidence après dans les processus de fabrication, et on peut être bloqué dans, j'allais dire, l'approvisionnement dans certains matériels, en bout de chaîne. Donc un opérateur de cloud qui ne peut pas, à un moment donné, si on revient sur le cloud, qui était cher, Anthony, qui ne peut pas s'approvisionner en serveur et voire en certaines cartes, donc certaines typologies de processeurs, peut être tout à fait en situation délicate pour fournir un service, puisqu'il va pas pouvoir, à un moment donné, s'il s'est engagé, par exemple, sur un client à 3-5 ans, et qu'à un moment donné, au bout des 3 ans, la moitié des 3 ans, il peut pas s'approvisionner de manière suffisante. On l'a eu en plein Covid, ce cas de figure. Il va être en déficience vis-à-vis de ce client. Peut-être même s'il a des fees, il va être obligé à un moment donné de rétrocéder certaines choses. Donc là, c'est étroitement lié au sujet de la résilience, au même titre que quand on sait qu'il y a d'autres matières, d'autres ressources qui peuvent être présentées, l'eau, voilà. Donc pour fabriquer des processeurs, on consomme beaucoup d'eau. Là, il peut y avoir d'autres enjeux qui sont liés à la crise climatique. Donc c'est à Taïwan, il y a eu une année, il y avait une sécheresse très forte qui avait qui avait réduit en fait la production de processeurs. Temporairement certes, mais ça avait eu une incidence obligatoirement ensuite après sur les marchés au niveau international. Et puis il y a l'énergie aujourd'hui qui est un vrai sujet, l'énergie au sens électrique. Là ici, pour faire tourner les data centers qu'APL IA aujourd'hui, on a un souci, c'est on est sur un temps long d'un côté pour mettre en place de nouvelles infrastructures pour fournir l'électricité de demain. Et il y a une demande, nous on l'a analysée là sur 3 ans. On n'avait pas les données encore de 2024, puisque nous on fait de l'analyse chez Advais. On a regardé il y a 50 grands acteurs de la tech, donc qui représentent 2 tiers du marché mondial en cumulé. Et en fait, en valeur absolue, je dis bien en valeur absolue, quand on fait la somme de leur consommation énergétique pour leurs activités en 2021, en 2022, en 2023, si on regarde 2021 par rapport à 2023, en valeur absolue, ça a augmenté de 18,5%. Donc, ce qui veut dire que, comment fait-on demain? Je suis pas sûre que la production d'énergie augmente au même rythme. Donc, il y a une capacité, donc, à me dire ça. Soit on va préempter sur d'autres industries, c'est tout l'enjeu. Même si les équipements gagnent à un moment donné en efficience, tout ça, etc. Il y a le fameux effet rebond qui peut venir. Là, je pense que si tu as discuté avec des Boavista, ils en parlent assez régulièrement. Donc il y a quand même une vraie problématique ici énergétique qui apparaît très clairement. On n'a pas parlé sur le sujet de gouvernance, un autre sujet qui est spécifique au numérique, c'est le sujet de cyber.
Ouais. Et aujourd'hui, on fait un lien entre la cyber et l'impact environnemental. C'est-à-dire que ce que tu dois mobiliser comme ressources pour te protéger. Alors, je parle pas que, effectivement, déjà, toutes les attaques, déjà, elles consomment, elles ont un impact environnemental. Mais ça, là, on peut pas difficilement. Mais ce que tu vas mettre en place, en fait, pour pouvoir, à un moment donné, te protéger, aussi va avoir un impact. Et on commence à voir émerger des sujets qui touchent ce qu'on appelle la cyber sustainability. Voilà, avec pas qu'uniquement les enjeux environnementaux, mais de RSE qui y sont associés, et puis aussi de résilience, parce que la notion de résilience très clairement est importante. Une entreprise j'ai vu passer, je crois la semaine dernière, une information, un éditeur de logiciel, je ne vais pas citer obligatoirement le nom, mais qui déjà est en difficulté dans son au niveau de l'entreprise elle-même et qui a essuyé une attaque sur laquelle il s'est pas remis en fait, et là il a été obligé, il s'est retrouvé en situation de liquidation en fait. Donc c'est une quarantaine de personnes, je crois en fait, qui du coup se retrouvent. En fait, l'attaque cyber, les amis, carrément, ça a été le coup de grâce en fait pour l'entreprise. Donc ça, voilà, il y a un autre aspect aussi que j'avais pas abordé tout à l'heure. Donc on revoit, pour revenir rapidement, on rappelle, on reformule, une réglementation directive européenne très incitative qui est allégée plutôt pour les entreprises privées. Ensuite, particularité du marché français et avec effectivement des lois qui s'appliquent au secteur public, donc qui fait qu'aussi c'est un enjeu clé et sur lequel on doit répondre. Là, c'est une obligation. Et puis aussi la partie effectivement donc finance, avec des enjeux. Après, je vais pas tous les dérouler, mais on voit que quelque part dans des process de levée de fonds, d'acquisition, il y a les investisseurs aussi qui regardent ce sujet-là et qui vont demander de plus en plus des comptes aux entreprises pour qu'elles soient elles aussi conformes, on va dire, aux attendus, et parce qu'aussi c'est une garantie de performance et de résilience, comme je viens de l'évoquer. Donc c'est pas seulement un sujet de RSE, mais ça va bien au-delà, et on le croise maintenant en fait, je dirais de plus en plus. Plus ça peut permettre dans d'autres sujets de réduire, faire des économies d'échelle. Donc ça, on pourra en discuter. On voit que c'est en travaillant sur la sobriété quelque part, c'est-à-dire qu'en développant en assemblant juste composants, donc les opérateurs de cloud, ça parle, en développant juste les fonctionnalités qui sont clés, on peut aussi réduire quelque part le coût financier donc de certaines infrastructures, de certains logiciels. Donc c'est pas non plus négligeable à considérer. Voilà. Oui. Et si je dois reprendre ma casquette de Jean-Michel Cloud, ce superbe entrepreneur, j'ai envie d'appliquer le maximum de trucs ESG parce que je veux que ma levée de fonds se passe le mieux possible. Écologie, c'est à peu près clair. Il y a énormément de gens qui travaillent dessus. On l'a vu sur les podcasts précédents. Beaucoup de choses sont chiffrables. Beaucoup de choses restent à faire, bien sûr, mais beaucoup de choses ont été chiffrées, sont chiffrables, et il suffit de mettre souvent la main à la pâte et de mettre l'effort pour arriver à avoir énormément de résultats. Le social, c'est un peu plus flou. C'est un peu plus flou parce que sans empiéter sur ce que je suis sûr que Jérôme va utiliser comme sujet, en un an, gouvernementalement parlant pour les États-Unis, les valeurs sociales ont un peu switché. Donc déjà pour le social, c'est moins chiffrable en soi que l'écologie. Et après, pour ce qui est de la gouvernance, là moi en tant que Jean-Michel, je fais plein de trucs au black, je déclare pas ci, je déclare pas ça. Et ce qui est au black, ce qui n'est pas déclaré, ma gouvernance elle est parfaite, je fais rien de mal moi. Donc ça aussi, au niveau chiffrable, c'est un peu moins palpable que l'écologie. Je sais pas s'il y a des solutions d'abord pour la partie sociétale, de dire que non, on inscrit dans le MAP que l'égalité homme-femme c'est là, ça restera là quoi qu'il arrive pour calculer ce genre de choses. Que des valeurs comme je sais pas les égalités salariales, etc., doivent être inscrits là, et peu importe si le gouvernement américain part en live un jour, nous nos valeurs c'est ça. Comment est-ce que on peut être sûr que le sociétal va pas changer tous les 10 ans en fait? La loi, effectivement, quand c'est ancré dans la loi, c'est souvent, je vais pas dire jusqu'à la Constitution initialement, c'est plus difficile de changer quelque chose de la Constitution que même dans une loi. Une loi, on peut après légiférer par décret, on peut ajuster.
Pour revenir déjà sur la partie environnementale, juste par rapport à ce que tu as dit, c'est un point important où il y a beaucoup d'acteurs. La France est particulière sur le sujet, sur l'évaluation. Mhm. Ce qui manque, c'est quand même des standards, nous, sur le numérique, notamment, Ouais. pour comme, faire le calcul. C'est-à-dire quand on fait un calcul, comment on a calculé. Donc là, il y a de la transparence, certes, qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais aussi, il faut qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire que le calcul, il faut qu'il soit identique, il fait identique pour tout ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc il y a une certaine, donc en revanche, oui, ça avance. Oui, la France aussi travaille pour essayer de mettre en place des référentiels, ce qu'on appelle des référentiels d'évaluation. Comme ça, à partir de cela, après ces référentiels, il faut qu'ils arrivent à avoir une portée plus large que la France. Et là, on est plus sur des approches de normalisation, voire de standardisation, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Donc il y a encore pas mal de chemin à faire. Et notamment sur tout ce qui est la partie émissions de gaz à effet de serre, par exemple, hein, c'est un vrai casse-tête parce que parfois on peut comparer, pas obligatoirement sur des mêmes périmètres, des entreprises et ça devient compliqué de faire ces comparaisons-là. Et même dans des cas, si c'est auditable, parfois ça peut ne pas être reçu ou recevable par les cabinets d'audit qui vont, notamment dans le cadre de la CSRD qu'on a évoqué tout à l'heure, qui vont dire bah non, en fait, les méthodes ne sont pas suffisamment éprouvées. Donc il y a quand même pas mal de travail encore à faire. Et j'espère que les cabinets, les associations qui œuvrent à cela vont pouvoir faire avancer sur ce volet-là. Sur la partie gouvernance, alors sur la partie gouvernance, il y a quand même des éléments. Aujourd'hui, il y a des sociétés tierces qui existent. Alors, je te parle pour la France. Moi, je connais pas après sur les autres pays à l'étranger, notamment dans l'Union européenne et encore plus à l'international. Mais déjà, tu déclares, il y a un certain nombre de déclarations que tu dois faire, qui elles sont garantes que tu as bien fait ces déclarations-là. Donc quelque part, elles peuvent vérifier. Même sur les délais de paiement, typiquement, ça rentre dans la partie de la gouvernance. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui dit que les délais de paiement, ils sont en France, ils sont voilà de tant de jours, tu peux pas dépasser plus de 60 jours. Ça, c'est effectif. Tu peux déposer à un moment donné en tant que fournisseur. Donc il y a des sociétés qui se sont fait déjà pointer du doigt. Donc tu peux tout à fait, à un moment donné, relever que ton client ne te paye pas en temps et en heure, et que tu as institutionnellement, tu peux tout à fait même mettre. Donc là, c'est un peu name and shame. Non, mais bon, le name and shame, il peut marcher dans certains cas. Je crois que même sur le délai de paiement, tu peux avoir des contreparties financières. Sur la partie RGPD, là, qui donnait un caractère personnel, c'est la même chose. Donc il y a quand même un certain nombre aujourd'hui de lois qui, sur la partie gouvernance, si elles sont activées, bien mises en place, bien appliquées, peuvent répondre en fait sur un certain nombre de sujets qu'on a évoqués. Donc là, elles existent. Après, tout l'enjeu est de les faire appliquer. Il n'y a parfois pas les ressources aussi pour aller contrôler. Donc ça, c'est un autre enjeu qui peut être là. Mais je pense que les outils, d'un point de vue légal, il y en a pas mal aujourd'hui qui sont là, qui peuvent être faits et qui sont exploitables. Sur la partie sociétale, là, c'est un autre enjeu. Là, ce que tu évoques, parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qui se passe à l'étranger, et notamment aux États-Unis, sur les sujets DEI, diversité, équité et inclusion, ou diversity, equity, inclusion. Là, c'est assez facile en anglais, c'est la même chose. Là, oui, c'est un vrai, mais c'est vrai sur l'énergie aussi, qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est drill baby drill, voilà ce que dit le président américain. Voilà, il fait fi en fait de la crise climatique. Il y a des chercheurs aujourd'hui et des chercheuses qui, notamment sur les aspects climatologiques, qui sont licenciés. Donc on voit qu'il y a un mouvement très fort en fait qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que dans la tech, effectivement, quand même, on a les 10 plus grands. Je pense que dans les plus grandes capitalisations boursières, on doit avoir 7, 8 grandes de la tech. Donc ça ne peut pas passer inaperçu. Et ça a nécessairement un impact sur l'ensemble du secteur. Donc, il y en a qui font un peu de résilience, on les voit, qui essayent de contourner mal en, parce qu'en fait, eux, ils ont des contrats avec le gouvernement fédéral américain, donc ils sont obligés, peuvent avoir des subsides, etc. Ils sont obligés de ménager un peu la chèvre et le chou. Faut savoir que quand même certaines sociétés, je pense à Apple notamment, grosso modo aujourd'hui Apple, je crois, j'ai fait le calcul là, donc j'ai peut-être les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que
les Amériques, on va dire, représentent à peu près 40% autour de 40% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Et j'ai rapidement fait un calcul parce que c'est pas détaillé, mais je pense que les États-Unis, ça doit être autour de 25%, possiblement. Donc quand même, le gros du marché d'Apple, aujourd'hui, comme dans d'autres, est à l'extérieur des États-Unis. Donc il va y avoir, à un moment donné, de la négociation qui va se faire, c'est que ces grands acteurs américains, ça peut pas leur porter préjudice ailleurs, ce qui est possiblement en train de se passer. Donc il va y avoir d'autres enjeux, on va attendre, là c'est très frais, tout ce qui se passe là. En revanche, il y a des entreprises après Europe, France. Moi, je vois des grands groupes dans lesquels mes amis travaillent ou avec qui j'échange. Ce sujet DEI pour des entreprises qui sont d'origine française, qui sont d'origine européenne, c'est toujours inscrit. Ça va pas obligatoirement la changer. Ils vont l'appuyer. Peut-être que ça peut porter préjudice in fine à d'autres qui vont faire des changements. Parce que on voudra pas à un moment donné, donc revenir dans les processus achats, dire nous on veut pas que cette entreprise quelque part, elle n'est pas entre guillemets conforme à nos valeurs et à celles qu'on défend, et peut-être qu'il y aura peut-être des marchés remis en jeu, c'est possible, c'est trop tôt pour le savoir, mais ce que je vois c'est que sur ces sujets-là en fait sociétaux on va dire, la France et l'Europe pour l'instant je le vois pas changer. Ce qui peut-être demain va changer, c'est si on a des changements politiques comme c'est en train de se passer aux États-Unis, comme ça vient de se passer, et que là, ça se tamponne, et que on n'en a pas là. Donc, je dirais, le message qu'il a passé, c'est défendons, si on y croit, sur ces sujets-là, continuons à les défendre, et faut les défendre, justement, la RSE peut être un moyen de les défendre encore plus. Alors, moi, je suis très sensible à cette partie-là, type de personne, en tant qu'Emmanuel. Je ne peux pas cautionner ce qui se passe, je le dis ouvertement, je sors de ma casquette adverse, même ce qui se passe aux États-Unis sur ces sujets, qui font, il y a aucun, pas sens d'ailleurs, c'est pas le sens de l'histoire, quelque part. Après, pour revenir, il y a des lois aussi. En France, il y a la loi, l'index EGAPRO. Moi, je suis une femme dans la tech, une entrepreneuse. Je peux vous parler du sujet et que il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce qu'on n'en est pas là où il faudrait. Donc, très clairement, on plafonne à 27%. C'est compliqué et on voit que tout l'enjeu pour inciter des femmes. Alors, je parle pas pour en faire des entrepreneuses, c'est encore moins. Donc, mais là, les femmes ingénieures, là, donc on est autour de 27%, ça a diminué même dernièrement, et on voit que les leviers sont peut-être même en amont. Et quand il se trouve que j'ai ma fille aînée qui est ingénieure, donc elle a fait le constat, et on a vu il y a une chute là ces 2 dernières années du nombre de jeunes filles qui a postulé en fait pour devenir ingénieure. Et en fait, il y a peut-être une incidence ou un lien avec la réforme du lycée. Donc, on voit que peut-être en amont, si on veut à un moment donné changer, c'est pas seulement, c'est trop tard parce que c'est comme des médecins, ça met 10 ans, un ingénieur, c'est 5 ans, voire 6 ans s'ils vont plus loin, etc. Donc, il faut agir bien en amont, et que même les entreprises peuvent avoir leur rôle à jouer en amont, en fait, pour sensibiliser. Là, je parle juste sur la femme, en l'occurrence, à prendre ces filières-là, parce qu'on peut pas faire le numérique de demain en ayant, 20% de femmes. On n'en est pas, mais même 27. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'autres pays, en revanche, le nord du Maghreb, l'Inde, etc., les asiatiques, qui, en revanche, ont des taux bien supérieurs de femmes, en fait, sur ces métiers techniques, en fait, sur la partie technique. Donc, toujours après. Donc, il n'y a pas de raison. C'est possible. Je veux dire, il n'y a pas de raison, c'est possible. Donc, comment changer à un moment donné la donne? Donc là, c'est beaucoup plus, je dirais lâche, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des initiations, pas des initiations, mais des soutiens aussi qui sont faits par des instances représentatives de la profession. Je parle de Numéum, par exemple, avec Femmes du numérique. Dans la cyber aussi, il y a d'autres associations, CyberL, etc. Donc, on voit. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer aussi de mindset, de culture, d'état d'esprit. Moi, je me heurte encore dans des process même commerciaux à des biais qui sont inconscients. Ces biais inconscients, là, on parle de la femme, mais pas qu'uniquement. Ça peut être aussi sur le handicap, ça peut être en fait sur d'autres d'inclusion, etc., dans d'autres domaines. Et ça, c'est un travail en fait de société. Enfin, c'est beaucoup plus large, parce qu'une entreprise toute simple peut mettre effectivement des efforts, mais si en amont on n'a pas changé et on n'évolue pas, bien sûr qu'on va toujours, à un moment donné,
arriver à certains seuils, on n'arrivera pas à les pousser. Donc pour revenir, il y a des lois quand même. Là, je parlais l'ADEX EGAPRO en France, c'est la loi Pénicaud, ça s'est inscrit dans le marbre, il y a une loi, etc. Pareil en fait sur la partie de handicap, pareil sur l'accessibilité numérique. Il y a une loi aussi sur l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, il faudrait que ce soit beaucoup plus effectivement déployé. Mais effectivement, il n'y a pas derrière. Si on ne le fait pas, c'est peut-être là ta question tout à l'heure. Si on ne le fait pas, on va pas avoir à un moment donné une amende. Alors, sauf pour la partie tout à l'heure sur la gouvernance, il y a une amende si effectivement sur la partie RGPD en fait où les données à caractère personnel. Mais sur les autres sujets, alors est-ce qu'il faudrait aller plus loin? La question peut se poser, c'est-à-dire que alors soit c'est amende, soit une incitation. Ça peut être des incitations, c'est-à-dire que si effectivement c'est fait, on peut avoir, je sais pas, des remises sur des taxes, je sais pas, ou avoir des charges sociales qui vont diminuer, par exemple, parce que on a répondu à un certain nombre de critères inclusifs et qui soient supérieurs. Ça peut être, la question peut se poser. Moi, je les connais pas aujourd'hui. Je serais plus favorable au côté incitatif, sous réserve que ce soit bien audité, bien fiable, etc., et qu'il n'y en ait pas qui s'engouffrent pour faire des montages un peu, j'allais dire, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas mis, parce que du risque d'un moment donné de contourner à un moment donné l'objectif vertueux initial à d'autres fins. Ça, c'est assez classique malheureusement, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas peut-être, on n'a pas allé jusqu'au bout de la chose. Mais le point sur le DEI, donc qui est très effectivement d'actualité, oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je dirais le message, il faut être vigilant, parce que comme on voit ce qui se passe aux États-Unis, on n'est pas à l'abri en fait dans nos pays qu'à un moment donné, on revienne en arrière. Et moi, j'espère qu'en fait, le rôle de ces entreprises privées, même publiques, est un garde-fou. Et peut-être qu'aux États-Unis, c'est peut-être là où l'économie va peut-être venir rééquilibrer. Peut-être que je suis utopiste, j'en sais rien. Le politique, parce qu'à un moment donné, là, c'est peut-être un jeu. Ils essayent de gagner du temps. J'essaye de voir. Il y en a qui commencent un petit peu à résister d'une certaine façon. Voilà, je citais tout à l'heure Apple, même si c'est pas exemplaire sur d'autres registres, il y en a d'autres aussi qui le font, on le voit peut-être pas, parce que c'est caché, et c'est sans doute dans des sous-jacents, possiblement. Mais avec nos textes de loi en Europe, je pense que ça fait 1 an que sur LinkedIn on a la blague de l'Europe, l'innovation européenne, c'est le bouchon de bouteille qui ne qui ne s'envole pas et qui est accroché à la bouteille. Et on rigole là-dessus un petit peu, mais en fait pour moi c'est aussi montrer que l'Europe c'est entre guillemets le parangon de la vertu et de la bonne marche à suivre. Parce que, ok, on met beaucoup de législation, mais in fine, ces législations, elles rentrent dans tout ce qu'on est en train de discuter tout à l'heure, et je vois pas le mal dans tout ça, il y a que de la vertu. Là où est-ce que les États-Unis sont plus ou moins en train de flip-flop en ce moment, nous, on affirme les choses avec de l'innovation textuelle, ok, ce ne sont que des lois, mais c'est toujours une innovation, c'est toujours une avancée. Et tu me disais que, ok, on ne punit pas, mais la langue de beaucoup d'entreprises n'est pas la punition, c'est le fric, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je peux en gagner plus ou est-ce que je vais en gagner moins? Donc, une amende, ça se calcule, on dit ok, bon, elle est rentable ou elle n'est pas rentable. Une levée de fonds, une subvention, un contrat avec le gouvernement, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que je pense que le fait de peut-être d'allègement des charges, qui est un effet de levier qui soit peut-être financier, de revenir, peut-être une bonne. Moi, je croyais pas sur l'index EGAPRO. Je suis pas quelqu'un où je me disais tiens, il faut mettre tant de femmes, l'imposer par la loi au conseil d'administration, Et puis après, je me suis dit mais si effectivement ça fait avancer les choses, pourquoi pas. Donc j'ai un peu changé. J'ai d'autres de connaissances qui ont été un petit peu dans le même. Donc pourquoi à un moment donné pas mettre l'allègement? Ça peut être une façon de voir. Après, on est dans des enjeux économiques un peu compliqués aujourd'hui, je vous le cache pas, hein, enfin on le sait. Pour revenir, il faut savoir que ce qu'on voit sur les États-Unis, étrangement dans d'autres pays, notamment sur l'Asie, je pense à la Chine, je pense aussi à la Nouvelle-Zélande, donc on est plus sur l'Océanie. Les sujets en fait environnementaux, sociétaux, alors sociétaux, bon, c'est bien, c'est à leur façon. Je veux dire que si je prends la Chine, la Nouvelle-Zélande ou même l'Australie, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est plutôt la Nouvelle-Zélande, mais on voit des initiatives en fait où ils sont en train d'appliquer, même le Canada. Donc
voilà, il y a les États-Unis certes, mais il y a le Canada. On voit que c'est pas la même. Ils sont plus à suivre en fait ce que fait l'Europe avec une façon différente. Alors, je dirais pas que la Chine suit l'Europe, mais parce qu'ils ont compris que c'était clé aussi pour eux la partie environnementale, pour tout simplement leur économie. Donc ils ont fait ce lien et ils ont commencé à intégrer ces aspects un peu extra-financiers, j'allais dire, dans certaines réglementations. Après, bon, ça peut s'appeler des réglementations ou imposées suivant les États, ça, voilà. Mais on voit apparaître des sujets qui étaient très très éloignés il y a peut-être 5-10 ans et qui sont vraiment j'allais dire, s'apparentent quelque part à des initiatives qui ont été conduites par l'Europe et qui sont peut-être abandonnées par les États-Unis. Donc peut-être que l'équilibre va se faire. Il y a possible qu'il y ait une plaque qui est en train de bouger, et même peut-être l'Europe va peut-être regarder plus vers, j'allais dire l'Asie, que vers vers les l'Atlantique. États-Unis. Voilà, c'est possible momentanément, le temps il y a des choses qui se rééquilibrent ou qui se modifient. Mais sachant que pour la tech, on est quand même très très dépendant, nous Européens, des grands Américains, et que c'est pas comme ça qu'on bascule du jour au lendemain sur des solutions équivalentes, je dis bien équivalentes, à ce que les grands de la tech sont en capacité de proposer aujourd'hui avec la ressource derrière. Parce que quand on parle dans le cloud, il faut avoir les infrastructures qui permettent de délivrer la ressource et de fournir en fait cette ressource au niveau souhaité. Et ça, aujourd'hui, quand même, c'est quand même assez particulier, quoi. Tout à fait. Monsieur Jérôme, je te sens bouillir sur tes responsabilités écologiques, sociales et exécutives. Ouais, alors j'ai failli rebondir sur Trump et Musk, mais je me suis dit, bon, est-ce on ne leur laisse pas trop la parole dernièrement? Trop de lumière pour eux et peut-être pas assez pour d'autres choses. Je me pose vraiment la question. C'est pas une question rhétorique. Du coup, dernièrement, il y a pas longtemps, j'ai vu un spectacle de Thomas VDB. M'a bien fait marrer. Le tout dernier. Et les gens lui reprochent que c'est un spectacle anxiogène. Ça n'empêche pas qu'il fasse marrer, hein, parce que généralement, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et il dit un truc, et je vais finir avec une question que j'avais déjà posée dans un épisode précédent je sais plus si c'était Benoît Petit de Boavista ou quelqu'un d'autre. Mais est-ce que l'écologie est nécessairement anxiogène? Est-ce qu'on peut être un écolo, ou un écolo, je dis ça vulgairement, optimiste? C'est intéressant parce que là, il y a une étude qui est sortie sur les risques psychosociaux, la santé mentale, pas les risques psychosociaux, la santé mentale des dirigeants et des dirigeantes de start-up, justement, sur la partie en fait qui sont très engagés sur la partie environnementale, et ils ont vu que ils sont 20 points, je crois, au-dessus en termes de de risque en fait carrément qui est lié à leur santé mentale. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on on peut à un moment donné être optimiste sur nos sujets et sinon on ferait plus rien. Donc bon, je me dis quelque part, si on veut continuer, il faut essayer de mettre un peu de recul. Faut accepter que on va pas répondre à tout, c'est pas possible. Moi, Emmanuel, Advice, même avec mon collaborateur et mes partenaires, etc., je vais pas sauver le monde, hein. C'est très clair. En revanche, je peux contribuer à un petit niveau, à faire avancer, etc. Déjà, si j'arrive à faire avancer mes clients dans la tech sur certains sujets, qu'il y en ait un dirigeant qui me dise non, je veux absolument un sac parce que c'est du vécu, un sac plastique parce que c'est du service client que doit me donner dans mon quotidien. Et je dis mais attends, tu peux partir avec un sac réutilisable qui est en tissu, enfin etc. Donc, c'était un débat mais complètement insensé que j'avais. Donc j'arrivais en me disant la prochaine fois qu'on se voit, il faut que je le sache, je t'en offre un parce que j'ai un stock, parce que maintenant j'en ai trop, parce qu'on les distribue tout. Là, maintenant, on est en stock de tissus, 50 tissus. Enfin, c'est bon. Bref, on est complètement dans des choses qui sont insensées, même à un moment donné. Bon, en fait, moi, je gère au quotidien une dissonance cognitive, j'allais dire. Voilà. Bon, c'est ça qui est le plus compliqué, je dirais, pour moi,
en tant que personne, cette dissonance cognitive, parce qu'à la rigueur, si je voudrais être juste boutiste, je veux dire, je travaille même plus dans le numérique, je n'ai plus d'ordinateur, je n'ai plus rien, et je m'enferme dans Grotte. dans ma grotte, peut-être pas jusque-là, parce que j'aime bien le côté social et les relations aux autres, mais, alors, donc, peut-être pas s'enfermer, mais je suis complètement autre chose. Donc je peux faire ce choix-là. Je l'ai pas fait aujourd'hui, donc j'essaie de mettre. On peut mettre du recul. On va pas résoudre tout. En revanche, si on arrive à embarquer progressivement, etc., d'autres qui n'y sont pas. Moi, j'ai le vécu. Je vois que j'ai changé. Enfin, changé pas que moi. Je contribue. Il y en a d'autres que ces personnes-là aussi rencontrent, hein, pour les faire un peu modifier et prendre conscience. C'est vrai que le problème, c'est que ça va pas assez vite sur la partie environnementale. Je vais vous dire que ça va pas assez vite sur la partie aussi, moi, en tant que femme. Hein. Parce que quand j'explique certaines choses, et je parle pas du handicap, et que je dis sérieusement, moi, je le vis au quotidien, on revient sur le sujet des femmes, et qu'on me regarde, et qu'on me dit, mais non, mais on fait plein de choses, tu sais, pour les femmes. Mais je dis, mais c'est pas ça, je suis dans une réunion, et là, à un moment donné, on me parle pas, d'ailleurs, enfin, bon, quand moi j'ai la chance d'être dans un environnement où c'est à peu près, j'ai pas trop ça, mais ça m'arrive. Et on va me dire, au lieu de me demander, mais est-ce que tu peux m'aider? Elle me dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider? Voilà, je résume. Chill. C'est très significatif. Ouais. Je dis, bah oui, Ouais. voilà, je peux faire. Mais est-ce que tu peux me dire la personne qui peut m'aider pour ça? Je donne. Et puis, ça m'est arrivé, c'est du vécu. Ah, tu sais, j'ai fait travailler un tas. Je dis, mais attends, mais je t'ai dit que je pouvais, tu nous as même pas mis en concurrence. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que je suis en fait, il doit y avoir 2 échelles de son. Ouais. Je sais pas exactement comment ça se passe. Je suis pas la seule à vivre ça. J'ai eu un exemple hier, et donc ça demande un effort, en fait, complémentaire pour, c'est-à-dire que, en fait, il faut qu'on fasse 120 par rapport à d'autres qui font 80. Pour le handicap, c'est pareil. Pour d'autres profils de personnes qui éventuellement sont des populations, je dirais, qui viennent de milieux peut-être un peu plus défavorisés, qui n'ont pas fait des cursus scolaires, par exemple, qui sont, entre guillemets, ce que j'appelle normés. Voilà. On va voir ces sujets-là. Donc, soit après, on prend du recul et on dit, on essaye quand même et on continue. Moi, je crois plutôt à ça, à cette forme de résilience aussi personnelle, et qu'il faut, il faut répéter, il faut accepter. Sur le cloud, Anthony, j'ai commencé en 99 à écrire des premières analyses. Donc, ça s'appelle le cloud. C'était le premier modèle d'affaires. On voyait que le logiciel commençait à être commercialisé sous forme de services et sous forme d'abonnement. C'était vraiment le tout début. Je revois, et j'ai pendant 10 ans, même plus, même encore il n'y a pas si longtemps que ça, de dire, mais ça, c'est pas du cloud ce que tu fais. Donc, de réexpliquer même le modèle même, en fait. Donc, il faut accepter qu'il va falloir répéter, faire répéter. La seule chose sur la partie environnementale, et comme sur certains volets de la sociétale, et encore sur le sociétal, on peut dire quand on voit dans d'autres choses dans le monde, on peut dire que quand même nous en France, heureusement qu'on est en France, hein, j'allais dire, je le dis aussi en tant que femme. Sur la partie environnementale, oui, le truc, c'est ce qu'on se dit, ça va pas assez vite. Ça, c'est très clair. Mais je ne crois pas que ce soit en abandonnant que ce soit la clé du problème. Alors, j'ai fait un sport de haut niveau, moi. J'ai fait un sport de combat. Et en 3 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Et j'ai appris une chose. C'est ce que j'ai la dernière seconde. On peut gagner. Même en étant mené. Donc, j'ai toujours ça en tête. En fait, tu parles à des gens qui font des sports de combat, donc on comprend bien le truc. Alors j'ai une question sur le sport, mais ça venait après là. Du coup, ça me flingue mon fil. Il y avait une question que j'aime bien poser, surtout à des gens qui font du benchmark, des analyses, des tableaux Excel et tout ce qu'on veut. C'est la fameuse phrase de Peter Drucker. Est-ce que tout ce qui se mesure s'améliore? Donc, en soi, l'écologie qui est mesurable peut s'améliorer, pourrait s'améliorer. S'il n'y a pas d'action à côté, non. Ouais. On peut bien mesurer, mais s'il n'y a pas d'action, c'est comme la formation et la sensibilisation. Aujourd'hui, moi, je pointe du doigt, il y a plein de trucs, il y a plein de formations, il y a plein de trucs de sensibilisation. Mais je dis, si à un moment donné, ça se convertit pas quelque part, en fait, vous avez... des chiffres. Ouais. Voilà, il y a des chiffres. C'est comme on parlait du sport, là, à un moment donné, il faut bien vous compter, il faut bien vous fassiez à un moment donné, et même pour vous améliorer. Vous pouvez bien décompter, effectivement. Mais à un moment donné, la réalité dans une...
bon, le terme compétition, je vais pas le mettre parce que certains voudront dire, on voit que la compétition, c'est pas ça. Mais à un moment donné, même faut se confronter sur le terrain dans une situation en fait réelle. Vous pouvez toujours dire, bah je m'entraîne et puis je suis un peu chez moi. Mais si vous n'êtes pas allé sur le terrain sans en venir faire une compétition, même si vous faites du footing, parce qu'effectivement de la course, on va dire plutôt de la course, bah, à un moment donné, bah, vous resterez toujours, voilà, vous n'allez pas vous améliorer en fait si vous mettez pas en action. Vous avez constaté que vous faites tant, par exemple, 10 kilomètres. Après, on sait qu'il y a des programmes d'entraînement, donc déjà vous passez à l'action pour pouvoir vous améliorer. Il peut vous convenir, pas vous convenir, ça c'est autre chose. Vous essayez de le suivre, donc à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un planning ou quelque chose comme ça dans le temps, et puis là, vous allez commencer à voir les améliorations qu'il y a. Mais si vous restez juste à la mesure, je fais ça sur le, voilà, il faut que ce soit qu'il y ait des actions en fait qui soient. C'est pour ça que je prêche depuis longtemps que nous dans nos métiers, mais c'est valable je crois n'importe quel secteur d'activité, si on touche pas les têtes, c'est-à-dire les décideurs et les décideuses en fait au plus haut niveau, c'est eux qu'il faut convaincre, c'est eux en fait qu'il faut inciter à passer à l'action sous une forme ou une autre. Et le problème c'est qu'ils n'ont pas la bande passante. Et parce que dans notre secteur, malheureusement, et Anthony, voilà, et même Jérôme, bah, tous les deux, c'est qu'ils ont deux choses qui les préoccupent le plus, c'est la rentabilité et l'investissement. Et quand on voit avec ce qui se passe sur l'IA, c'est l'investissement dans l'innovation. Et en fait, ils ont cette équation-là, et le reste, en fait, c'est le plus, quoi, quelque part. Si on leur fait inclure ce troisième dimension en disant, mais ça va vous aider dans votre innovation et dans votre rentabilité, bah, ça veut dire qu'ils vont voir autrement les choses. Et c'est là où, en fait, il faut convaincre. Et donc, moi, aujourd'hui, faire toutes les appels à projets, les machins, qui sont pour former, là, maintenant, il faut passer à une autre étape. Faut parler aux dirigeants, faut parler aux investisseurs, faut passer, en fait, à ceux qui sont dans les COMEX. Et c'est eux. Et c'est pas les mêmes arguments. C'est pas le même langage. C'est vraiment résolument autre chose. Et là, pour l'instant, je pense qu'on pêche un peu, peut-être. Et c'est peut-être là qu'il y aurait une accélération. Les grands groupes, ils l'ont bien compris, quand même, hein. Les COMEX, aujourd'hui, ils ont bien. Mais après, c'est les autres. Notre tissu économique, il est fait de beaucoup de PME, hein, en France, en Italie, dans d'autres pays, en Espagne, enfin l'Europe. Donc, comment on fait pour ces autres? Donc, il y avait effectivement cette fameuse réglementation, mais maintenant qui est allée, voilà, qui va moins les concerner. Et je pense que c'est aux dirigeants et aux dirigeantes de prendre ce sujet comme un facteur de performance et de rentabilité. Et si là, on change le discours, à un moment donné, peut-être qu'on va pouvoir accélérer sur certains registres. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas encore complètement... j'ai pas raccroché mes gants de boxe, c'était pas de la boxe que je faisais, mais bon, moi c'était du fleuret, donc j'ai pas raccroché, j'allais dire, complètement, parce que je pense qu'il y a encore des leviers possibles, notamment sur cette ligne-là, et c'est les amener, et il faut parler un autre langage, très clairement, quoi. Donc à vous de voir, peut-être d'inviter des dirigeants. Voilà, bon, j'en suis une, mais là j'étais dans l'autre. Voilà. Donc oui, la mesure en revanche est importante parce que eux, ils vont vous demander, enfin eux et elles, en fait, ces personnes vont vous demander à un moment donné du ROI en fait. Hein. Maintenant, on voit ça même du retour sur environnement, du retour sur investissement. Qu'est-ce que ça m'apporte pour mon entreprise, un retour sur quelque chose, on va dire. Donc, il faudra bien à un moment donné avoir les indicateurs qui sont bons, savoir quelles unités il faut en regard et les mettre en perspective. Et après, les aider en fait pour que cette action-là et les actions qui vont être menées, ils voient des progrès réels pour leur entreprise. Donc, je pense que oui, c'est nécessaire, mais c'est pas une condition suffisante en fait. C'est juste ça. Ok, alors il y avait une question justement que je posais souvent, je l'ai posée une fois ou deux, il y a un an ou deux. Et là, je vais faire un lien de folie entre le sport et justement l'éthique, l'écologie, etc. C'était une question qui... En gros, il y a deux, trois catégories de personnes par rapport au sport. Il y a la personne qui considère le sport comme une option très, très, très lointaine. Il y a la personne qui considère justement le sport comme... pas une option, comme une activité vitale, comme manger, boire, dormir. Et puis il y a la personne qui la considère en alternative ou de façon ponctuelle. Là, à l'heure actuelle, les dirigeants, ils sont plus dans quel type d'option par rapport à l'écologie et tout ce qui s'englobe là-dedans? Est-ce qu'ils sont plus en mode option? Regarde ça de très près, comme si c'était vital.
Non, faut être réaliste en fait. Après, il y a des entreprises, c'est des valeurs, que c'est ancré, etc. Et souvent, c'est d'ailleurs des personnes, hein, enfin, au plus haut niveau, mais après dans les équipes, parce que souvent il y a un lien, hein, quand ces valeurs sont défendues au niveau des postes de direction, hein, du comité de direction, et elles vont s'insuffler après dans les équipes. C'est souvent il y a un lien très très fort entre les deux. On va les retrouver, donc bien sûr, mais ça reste quand même marginal, même s'il y en a qui les inscrivent. Après, pour les grands groupes, c'est un peu plus compliqué dès lors aussi on est à l'international, parce qu'on peut pas faire non plus. On peut pas faire, on a des contraintes, hein, j'allais dire. Donc ça, faut en tenir compte. Donc ils essayent de faire au mieux, etc. Puis après, il y en a d'autres qui venaient je prends dans l'industrie pétrolière par exemple, hein, qui viennent de loin, donc et quelque part de loin par rapport à nos sujets. Et donc il y a des transitions. Ces transitions-là, elles se font pas en fait du jour au lendemain. C'est des temps longs. Dans l'énergie, hein, une centrale nucléaire, enfin, ça met pas 3 ans même pour sortir de terre. Donc, il faut qu'effectivement, il y a des process industriels, c'est des temps, des modèles d'affaires aussi qu'il faut changer. Donc, ça veut dire que peut-être demain, il faudra vendre moins. Ah mince, je vends moins, mais comment je fais pour stabiliser? Donc, il y a quand même pas mal d'autres sujets qui sont. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, qui ça c'est là. Néanmoins, je vois encore, moi, dans les métiers de la tech, hein, une part, encore loin d'être négligeable, qui est plutôt à l'étape de dire alors ça diminue, heureusement, mais parce qu'à un moment donné, ils se sont trouvés pour ces profils-là dans une situation où il a fallu, c'était une contrainte très forte, il fallait qu'ils réagissent quelque part. J'ai parlé des appels d'offres tout à l'heure. Ça peut être aussi dans la marque employeur, hein, c'est-à-dire que difficulté de recrutement, parce qu'il y a c'est pas que des jeunes, d'ailleurs, des personnes qui en fait se voient pas adhérer au sujet. Le sujet des EI, ça peut être demain, ça peut être le cas, typiquement. Voir certaines femmes. Moi, je sais que donc il y a un certain nombre de sujets comme ça. Et donc, par la force des choses, ça les a fait un petit peu bouger. Mais je dirais quand même, il y a encore une majorité qui reste. Alors, j'ai pas de chiffres exactement. Hein. On voit que ça progresse. On a un baromètre chez Advest. On l'a lancé justement pour ça, c'est-à-dire comment les prestataires du numérique, comment faire qu'à un moment donné, ça bouge un petit peu plus, qu'ils prennent ce sujet-là au niveau de leur entreprise. On voit que ça bouge donc positivement, hein, que les points, notamment, ils ont fait une roadmap RSE, etc. Donc c'est déjà une première étape, c'est plutôt positif, mais ça reste pas suffisamment en fait étendu, du moins à mon sens. Bon, après, toutes les personnes qui sont dans le secteur, ils voudraient que ce soit 100%, donc je suis peut-être pas bien représentative, mais je dirais aujourd'hui, c'est pas vital pour eux. Ils le voient pas, ils le raccrochent pas comme un élément de performance aussi. Donc parmi les 3 cas de figure que vous avez évoqués dans le sport, je dirais ils sont plus dans l'étape, s'il faut faire, on en fait un peu, mais bon voilà, enfin si on peut rester chez soi, il y en a qui sont encore quand même dans cette étape-là. Après le repas de Noël, quoi. En gros. Voilà, il y a un cas, etc. Après, mais bon, même le sport, je veux dire, en France, bon, c'est un autre débat, hein, c'est vu comme ça aujourd'hui. Hein. Clairement. La question de l'éducation. Voilà. Ouais, c'est une question d'éducation. Alors donc, on pourrait revenir à un sujet plus en amont. Hein, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser la jeune génération? Elle commence à être sensible. Celle qui est plus sensible, c'est dans les filières, dans les études supérieures. Donc plutôt des profils qui sont quand même assez... CSP+. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, dans cette capacité peut-être de faire beaucoup de liens en fait, entre pas mal de choses et qui ont compris que demain ce sera différent et que quelque part avoir une vision long terme. Et on revient au stress de tout à l'heure, hein, ça les stresse. Hein. Ça parlait de anxiété, oui. C'est un vrai sujet. Oui. Ouais, complètement. Donc il faut quand même redonner. Alors là c'est un point puisqu'on l'a parlé tout à l'heure et on peut le faire. Peut-être que c'est important parce que l'action, le risque qu'on a, moi j'en connais, qui disent puisque de toute façon ça va pas avoir des fonds, on abandonne. Donc en fait ça c'est la fuite un peu, c'est l'aspect fuite. Est-ce que c'est il n'y a pas de vérité sur le sujet. Néanmoins je pense que il faut essayer de redonner du positif dans le sujet pour lutter dans l'éco-conception. Donc oui il y a des belles choses qui se font quand même. Hein.
faut pas, voilà. Il y a des belles choses. Et puis demain, même sur le numérique, parce que ça peut aider dans la santé, dans un certain nombre de thématiques. Donc, essayer de reconnecter, en fait, peut-être ce sujet-là à du positif. Et moi, je me force, je vous le cache pas, même si je veux alerter, mais dans les alertes, si on est toujours en fait sur du négatif, le risque c'est que on veuille plus le regarder parce que ça fait mal, donc on se protège et c'est humain. Donc redonnons à un moment donné, je sais pas sous quelle forme, quelques aspects qui sont positifs et je pense qu'il y en a, qui fait qu'à un moment donné, les gens vont prendre peut-être le sujet par d'autres façons, en fait, d'autres façons, et se le réapproprier et en le faisant avancer. Bon, moi toute seule, j'ai pas la clé obligatoirement de ça, mais c'est pas anodin ce fait de dire qu'à un moment donné, je veux me protéger, c'est trop anxiogène et du coup je fais plus ou je m'extrais. Je suis pas sûre que ce soit la solution pour le parce qu'on on a besoin quand même de continuer à le faire avancer quoi. Il faut des forces vives. Ah, moi, je vois bien, hein, je regarde tous les mails de l'URSSAF, hein. J'ai arrêté, hein. Je les laisse de côté. Ils sont trop stressants. Et... Oui, mais c'est un juste poids. Je l'ai dit dernièrement, je dis, c'est pas possible. Et puis, ça tombe tout au même moment. Là, on les voit toutes tomber. Là, je dis, non. Ouais. Voilà. Bon, j'arrête avec mes questions, Anthony, sinon ça va durer Par 8 ans. avance, hein. Hein? On paye par avance. Oui. Alors, Pour les impôts. j'ai fait un tour sur le site d'Advice et j'ai vu une partie, j'allais dire testament, mais testimonial. Parce que bon, Oui, non, je suis pas encore morte, hein, mais bon. Je vais pas encore abandonner non plus, mais bon. une partie testimoniale avec beaucoup de logos de jolies entreprises. Et du coup, j'ai une petite série de questions. Ce serait en premier, qu'est-ce qu'apporte Advice, qu'est-ce qu'a apporté Advice à Scaleway? Pour ceux qui ne le savent pas, Scaleway, grand opérateur français européen de cloud provider, de cloud computing, filiale de Iliad. Donc c'est pas qui vient de Dedibox, et bref, c'est dans le groupe Iliad, donc c'est pas une entreprise qui date d'hier. Et donc je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'Advice a apporté donc à Scaleway? Alors, sur Scaleway plus particulièrement, on a commencé à travailler avec eux, c'était 2021, je crois. Et à l'époque, en 2021, Scaleway voulait sortir ce qu'on appelle un rapport d'impact. Donc après, ça peut prendre différentes formes. Là, il n'y avait pas d'obligation réglementaire, donc c'était ce qu'on appelle volontaire. Rapport de développement durable. On a fait d'autres avec d'autres opérateurs de cloud aussi la même démarche. De dire tiens, on fait des choses et on veut en parler et on veut s'engager sur le sujet. Donc là, c'était plutôt une démarche de dire qu'est-ce qu'on fait. Donc on est parti de la feuille avec eux, on est parti de la feuille blanche. Hein. Et alors ils avaient quand même peut-être commencé à faire des choses, mais c'était beaucoup de narratifs. Et j'ai dit mais d'accord, mais le narratif, donc on revient sur l'évaluation. Après, nous, notre objectif n'est pas de faire d'évaluation d'impact. On va nous comparer, faire du benchmark, etc. Alors, c'est peut-être faire des scores, ça c'est une autre forme peut-être d'évaluation, on peut dire, hein, des classements, mais on va pas faire de l'évaluation d'impact environnemental ou de bilan carbone. C'est vraiment très spécifique. Il y a des entreprises qui sont habilitées pour ça et qui font même des analyses de cycle de vie. Il y a des techniques bien particulières avec des méthodes qui sont associées. Et eux, ils ont commencé à dire, voilà, on fait certaines choses. Donc, on est parti de je dis, mais là, il faudrait quand même mettre des données en regard. Donc, il faut que vous objectiviez par des données. Ouais. Donc, c'est quoi? Donc, on a démarré, déjà faire compter. Voilà, donc c'est pas faire de la mesure, c'est compter. Je dis bien attention, c'est deux choses différentes. Hein. Donc, on a commencé à compter. Là, voilà, et on leur a dit, faudrait regarder ça et commencer à identifier des indicateurs en fait sur lesquels on peut compter. En fait, on a quelque chose à mettre en regard en tant qu'un critère qui est une donnée par rapport à cet indicateur-là qui peut être quantifié. Donc on a démarré avec eux, il y a je parlais de tout à l'heure de feuilles Excel, oui, c'est des feuilles Excel, on les a partagées, puis on a dit on va regarder, est-ce que vous avez amélioré dans le temps, et puis on les a fait parler aussi, c'est plutôt de la maïotique, on va dire, c'est-à-dire qu'ils se sont pas rendus compte qu'il y avait des choses qu'ils faisaient, et qui pouvaient avoir une incidence en fait sur des sujets environnementaux. Je donne un exemple, c'est tout ce qui va être lié
un moment donné, quand ils provisionnent, enfin, ils achètent des serveurs qui vont être provisionnés sur leur centre de données. Ils ont aujourd'hui, alors, après ça a changé depuis, mais on va dire qu'il y avait 4 lieux, j'allais dire centres de données en fait, localisés autour de la région Île-de-France, voire un sur Paris aussi, d'accord. Et en fait, ce qui se passait, c'était pas vraiment organisé, et donc ça arrivait, les palettes arrivaient, peut-être pas regroupées. Donc il y a eu tout un travail de dire quand je fais, j'ai besoin en fait, j'acquiers des nouveaux serveurs, déjà de les réunir sur une même palette, que ça arrive au même lieu, et ensuite ce centre de données, lui, va faire une tournée, non pas la pâquerette, ça c'est connu dans la maintenance, mais il va faire en fait une tournée, d'accord. Donc déjà, ils ont réduit, par exemple, juste leur consommation de diesel, j'allais dire, parce que là c'était, et après ils ont basculé sur un camion. Bon, après il y a d'autres initiatives, etc. Mais voilà, au lieu de faire, je sais plus combien de kilomètres, c'était réduit à 80 kilomètres en fait, donc tous les 15 jours. Donc ils ont gagné des kilomètres, on va dire, on peut dire ça, d'accord. Donc ça a été voilà un travail comme ça fait à partir de Maïotique et d'autres sujets. Donc on les a aidés à formaliser. Donc déjà aider à dire de quoi parle-t-on, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans, structurer, commencer à formaliser. Commencer à compter, et puis après, ils se sont appropriés le sujet, et après progressivement il y a une équipe, et ils ont travaillé. À l'époque, il n'y avait pas d'échange avec le groupe Iliad, enfin il devait y en avoir, mais ils étaient en autonomie, on va dire, sur le sujet, et là maintenant ça s'est formalisé avec effectivement, j'allais dire au niveau groupe, ne serait-ce qu'aussi pour les aspects réglementaires qu'on a évoqués précédemment, puisque c'est le groupe Iliad qui a une obligation, dire vis-à-vis de la réglementation de type CSRD, et eux ils sont filiales, et en tant que filiales ils n'ont pas d'obligation en fait, donc c'est après, voilà. Donc on les a aidés à certains registres, voilà, formalisés, et on le fait avec d'autres. Ça peut être aussi les challenger, donc sur d'autres projets qu'on a fait à peu près similaires, c'est qu'ils ont établi une roadmap par exemple, les mettre sur les rails. On a travaillé avec d'autres qui sont dans le même écosystème que Scaleway. Et c'était aussi de challenger. Vous avez dit ça, mais regardez vos concurrents ou votre écosystème ou vos parties prenantes, eux, ils en sont là. Donc ça, c'est toutes nos données qu'on a maintenant formalisées, du fait de missions qu'on a menées pour Scaleway et d'autres au tout début. Parce que Adresse, c'est juillet 2020 la création, et là c'était fin 2020, début 2021, courant 2021. Au bout d'un moment, ces données, on les a mis en boîte, on va dire, on a créé une base de données. Donc passer de la spreadsheet, on va dire, ou du tableur à quelque chose un peu plus structuré, et avec de la data vis où on peut accéder. Et donc nous, ça nous accélère à un moment donné, parce que ce type de mission, les réponses qu'on peut formaliser. Voilà, donc valorisation, j'allais dire structuration, valorisation de démarches RSE ou équivalentes. Challenge aussi, à un moment donné, la remise en perspective d'un contexte aussi, d'un marché. D'accord, ça c'est important quand on écrit. Et puis la capacité, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on est sur des sujets quand même qui sont techniques. Notre mission, c'est pas de décomposer la technique, mais c'est dans un document à un moment donné de position, parce que c'est un document de position aussi, d'une manière, quand c'est volontaire, c'est aussi de rendre didactique ce qui peut être un peu compliqué. D'accord, donc l'expliquer de manière plus didactique et lui remettre du contexte. Et ça, nous, on a cette capacité, effectivement, c'est ADVS, du fait de la compréhension du numérique, quand on a, pour moi, 30 ans dans la tech, on a cette expertise qui n'est pas donnée à tout le monde, et on a ce cas-là qu'on a eu chez d'autres acteurs, là qui est plus dans d'autres phases, qui étaient des phases plus de valorisation sur des cas particuliers d'usage. Par exemple, c'est quoi réaliser une ACV, donc une analyse de cycle de vie d'un service de cloud. L'idée, c'est pas de parler du prestataire qui a fait cet ACV, mais de dire comment, etc., et de passer de documents techniques qui ont été, qui sont, j'allais dire, qui ont été rédigés et traités par des ingénieurs, donc sur un aspect très technique qui est nécessaire, le décliner de manière un peu plus didactique pour des cibles qui sont plus ouvertes, auxquelles ils doivent se l'approprier, dont des métiers, dont les équipes commerciales. On n'y avait pas pensé du tout. Voilà, les opérations, par exemple. Et dans des process après qui vont être un petit peu différents. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, si on veut communiquer à d'autres profils qui sont des décideurs, on est bien obligé à un moment donné alors j'ai le terme simplifié, mais dans le bon sens du terme. Quand je disais rendre didactique, il faut qu'à un moment donné, ils ont besoin de données, ils les voient, donc ça leur parle. Donc ça, c'est vrai que, donc si on revient à l'histoire de la mesure, mais aussi de benchmark, de factualiser avec des données
ça leur parle, et puis de remettre à un moment donné du contexte. Voilà. Mm. Donc pour Scaleway, voilà ce qu'on a. Et tu passeras le bonjour. Dans ce cas-là, je pense que c'est avec vos équipes. Je sais pas avec qui tu travailles chez Scaleway, mais bon. Pour Scaleway, parce que l'objectif c'est pas de parler d'eux, mais moi j'ai travaillé aussi avec, Outscale sur des sujets à peu près similaires. Bah, C'est pas voilà. justement, Des opérateurs de centre de données, Equinix, Data4, par exemple. j'ai un autre parmi les- acteur comme celui-là. Oui. C'est un acteur, encore une fois, européen, français Oui. et breton, attention, qui a des data centers qui flottent comme ça. Je me rappelle plus la rivière qui passe en Bretagne. Denver. Exactement. Qu'est-ce qu'Advice apporte à un Denver? Alors ça, c'est un petit peu différent en fait. À Denver, on a fait une mission un peu, on fait quelques missions, ce qu'on appelle des missions flash ou assez courtes. Hein. Là, c'est dire à un moment donné repositionner Denver, c'est plus de la stratégie, hein, du positionnement stratégique, d'accord. Donc après Denver, enfin ou les équipes, hein, donc les fondateurs, ceux qui décident comment éventuellement ils doivent. Donc là, il y avait positionnement stratégique par rapport à leur offre, ce qu'ils veulent, etc. Positionnement aussi par rapport aux cibles. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle du conseil stratégique opérationnel. Ouais. Un peu de la tactique qui peut y être associée, etc. Après, à eux de faire leur choix, de continuer dans cette voie-là, d'ajuster. Ça peut être aussi aller jusqu'à de l'argumentaire, en fait, à un moment donné, la manière dont ils doivent porter leur offre. Ils mettaient très en avant le fait qu'ils avaient un data center flottant, mais moi je dis, mais tu vends pas un data center flottant, tu veux une solution. Cloud, ouais. Donc, c'est quoi ta solution derrière ça? Et après, c'est une force de dire que ton data center il est flottant, mais parce que effectivement, ça permet de répondre à tel enjeu sur la solution en fait in fine que tu commercialises. Voilà, c'était typiquement ce type de discussion qu'on avait donc là on est dans du conseil stratégique opérationnel. Ça peut être ce qu'on appelle de la revue critique aussi, c'est-à-dire qu'on est un peu on les challenge, hein, et ça on fait cet exercice sur certaines missions qui sont en général plus courtes. Ça peut être dans le cadre des appels d'offres. Voilà, un volet, parce qu'en général, il faut une réponse, souvent c'est un peu d'urgence, on va dire. Et là, on peut reboucler avec les données, typiquement. Parce que là, ça veut dire on revient objectiver l'argumentaire avec des données, dès lors qu'on les a, ou sinon, si on les a pas, on va essayer d'aller les chercher, si elles existent, parce que dans certains cas, elles peuvent ne pas exister aussi. Donc, c'est un autre point. Donc, voilà pour Denver, autre positionnement et autre accompagnement qu'on peut faire et qu'on a fait pour d'autres acteurs de la tech qui sont vraiment plus sur le positionnement d'une offre ou d'une entreprise par rapport à son marché, quoi. Ok. Et j'ai un troisième exemple. Cette fois-ci, on sort de l'Europe, on traverse l'Atlantique, on traverse l'Amérique d'Est en Ouest, on arrive à San José et on prend, d'ailleurs, je sais pas s'il s'agit là-bas, il est là-bas, mais Intel. Qu'est-ce qu'Advice peut apporter à Intel? Alors, je sais pas si je suis autorisée à le dire, en fait. Sinon, je peux piocher un autre logo. Il n'y a pas de souci. Je crois que je suis, parce qu'il y a des projets, en fait, où je suis sous NDA. Ouais, je comprends. C'est un peu délicat. Mais on va dire, comment je peux le présenter? On va dire, c'était plus de la compréhension, tous les acteurs de la tech, ils travaillent entre eux, ils ont des réseaux de partenaires, on va dire. Les réseaux de partenaires, ils peuvent les avoir en direct ou ils peuvent à un moment donné les avoir. Alors c'est les réseaux de partenaires vont venir à un moment donné être une étape préliminaire sur de l'indirect. C'est-à-dire ils vont fournir de la techno, parce que là c'est une boîte de tech, hein, pour le cas d'Intel, donc là c'est de la techno on va dire, et le client final à un moment donné ils peuvent ne plus le voir parce qu'ils sont dans un modèle indirect où il y a des intermédiaires, notamment là on va dire des partenaires, plutôt sociétés de services, en l'occurrence intégrateurs, mais aussi, là ici dans le cas d'Intel, des opérateurs de cloud. Des hyperscalers ou autres hébergeurs, puisqu'en fait c'est eux qui vont sur leur serveur choisir tel processeur, etc. Et aujourd'hui il y a un enjeu énorme en fait sur le marché du cloud, hein, on le sait, sur la partie processeur, et on voit que même les grands acteurs du cloud designent leurs processeurs, hein,
Aujourd'hui, là, on voit ce qui se passe. Là, Ampère qui est sorti de chez Oracle, qui a été repris par Softbox, parce que là, on est dans l'actualité. Qu'est-ce que ça va se faire, où ça va aller, etc. Ce que fait même Apple. On parlait tout à l'heure sur demain, l'inférence va se faire dans le processeur. Donc, on voit Nvidia qui a le marché des data centers en l'espace de. On avait fait une analyse il y a 2 ans, 3 ans, on avait vu déjà en fait dans la part du business de Nvidia des data centers augmenter, enfin significativement. Là, j'ai dû m'arrêter à 2021-2023, c'est sur le site web d'AWS en fait. Et vous voyez que c'était donc qui ont préempté carrément en fait ce marché. Donc bref, Intel en fait, l'idée c'est de dire comprendre à un moment donné qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui font que nos clients finaux à un moment donné, donc celui qui va consommer de la ressource de compute, par exemple, fait que il va prendre un serveur avec de la puce Intel. Voilà. Donc c'était la problématique était là. Et donc, et en fait, bon, in fine, ce qu'on a compris, c'est que les modèles d'affaires, c'était pas une question de choix technologique, ni rien, etc. C'est une question de modèle d'affaires, en fait, dans les intermédiaires. Les intermédiaires, en fait, en l'occurrence, les opérateurs de cloud public. Et je ne veux pas après rentrer dans le détail, mais là, donc, c'est plutôt une étude, on va dire, tactique, stratégique, sur la partie très opérationnelle, en fait, du développement d'une entreprise sur ces marchés. Oui, c'est surtout, oui, CPU, énorme sujet, que ce soit pro, que ce soit, enfin, B2B, B2C. Les intermédiaires entre un Intel et pour que ça arrive dans un DC, il peut y avoir le Asus, le ceci, le cela. Enfin, oui, c'est pas un marché, c'est pas une baguette de pain, comme je dis souvent. Et là, on revient à des sujets qui sont de résilience, Oui, sur la exactement. fabrication. Donc, en fait, voilà, donc de la gouvernance, du G dans la gouvernance, avec, si on revient à l'Europe, toute la dépendance qui a. Et donc c'est peut-être pour ça que Intel revient en Europe, c'est possible aussi, puisqu'il y a eu des, voilà, il y a eu des sites qui ont été de production Qui ont été ouverts. sur l'Allemagne, il me semble, l'Italie, je crois aussi. J'ai plus tout en tête, mais en Allemagne, oui, qui ont été retenus. Pas par l'Union européenne. Monsieur Jérôme, est-ce que tu as une ou deux questions? Ouais, alors tu me dis que je suis bloqué au niveau de la caméra et que j'ai une belle tête de fin. Donc, je sais pas si ça se verra à la vidéo, mais je vous prie de m'excuser si vous voyez ça. Non, Le résultat. Non, joli sourire, Ouais. regard vif, Ouais. L'air intelligent, comme d'hab. Ouais. C'est ce week-end, c'est le sport de ce week-end. Ça doit être ça, on va mettre ça sur le compte de la fatigue. Alors, j'hésite. Si, quand même, une question qui me taraude. C'est quoi la plus grosse responsabilité d'une entreprise sur la société? En gros, est-ce qu'il y a un peu comme la police, les gendarmes, tout ce qu'on veut, un devoir d'exemplarité? Tu as 4 heures. En gros, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une responsabilité particulière? Merci Jérôme, ça je le sais. Mais non, même pas. C'était ma question. Il aurait dû. Ma question, elle est tellement large que ça peut être très long, en fait. Mais j'arrive pas à la raccourcir. J'ai une question, c'est une question assez, qui demande enfin voilà, je me comprends? Non, je sais même pas si je me comprends. Mais, est-ce qu'une entreprise, elle a une responsabilité vraiment particulière sur la société? Et si oui, laquelle, en gros? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que, justement, un devoir d'exemplarité en environnement? Est-ce qu'il y a vraiment un devoir d'exemplarité ou pas? Après, c'est différent déjà. Dans le public, il y a des missions régaliennes, donc on peut dire que quelque part, voilà. On doit être exemplaire. Enfin, je l'espère, parce que c'est pas tout à fait le cas. Mais bon, ça, parfois, on a souvent, régulièrement des surprises. Donc, de mettre de côté le public, là, une entreprise privée, après, on n'a pas de main en fait sur l'entreprise privée. C'est un ensemble constitué de personnes qui sont soit
a priori au départ, il y a des fondateurs, des fondatrices qui peuvent être majoritaires ou pas dans l'actionnariat. Donc, si elles sont majoritaires, à la rigueur, les initiatives leur incombent et vont insuffler ça. Donc là, on est vraiment sur des personnes. Au moment où on commence à être sur de l'actionnariat, qui est le côté en bourse, qui est très dilué, ça devient beaucoup plus difficile en fait, parce que quelque part. Mais on a vu que sur certains sujets, notamment, il pouvait y avoir les actionnaires pouvaient lors de réunions et de votes en fait, pouvaient mettre des vétos ou être comment dire, partie prenante de certains choix de l'entreprise au plus haut niveau. Après, je sais pas, en fait, après lié à la société, moi ce que je constate dans l'histoire, c'est souvent des personnes, c'est souvent des individus qui ont amené quelque chose. Est-ce que tu as une entreprise à l'heure toujours ouverte, modèle, une entreprise qui dit ah putain, qui t'inspire? Typiquement, souvent on cite Apple. Même avec enfin, aucune entreprise est parfaite, mais Apple, enfin, il y a le côté vie privée, le côté écologie, tolérance, tout ça. Il y a beaucoup de choses beaucoup de valeurs qui sont retransmises par l'entreprise, et c'est aussi le cœur de leur business, en partie. Est-ce que tu as des entreprises comme ça qui te disent ah putain, j'aime bien cette boîte? Grand frère, je sais pas, des bêtises. C'est pas souvent des grands, Il se marre, Anthony. Non, mais c'est pas obligatoirement des grands. Alors maintenant, comme ça, me dire, moi, je suis assez c'est protéiforme. Dire un nom comme ça, c'est compliqué. Ouais. J'en ai pas comme ça spontanément. Oui, dans la tech, oui, il y en a, Apple, mais moi-même, Google sur certains sujets, ils sont pas, voilà. Mais après, eux-mêmes, ils sont obligés. Arriver à un certain niveau, c'est comme l'histoire du prince, quand on dit. En fait, ils ont, je sais pas, les mains sales. En fait, ils sont obligés vraiment malheureusement, je dirais, mais c'est une réalité. Rester entièrement, avoir droit dans les bottes, avoir ses valeurs et dire je n'y dérogerai jamais. Arriver à un certain seuil, en fait, ça devient très très compliqué. En fait, là, c'est juste, je suis réaliste en fait sur le truc. Donc, je veux pas leur jeter la pierre et les pointer du doigt particulièrement. Après, il y en a qui sont particulièrement, on va dire quand même. Bon, ok. Il y en a qui essayent de naviguer mieux que d'autres et d'être un peu plus malin, parce que je pense qu'il faut être aussi malin, et qui ont la capacité. Parce que c'est pas parfois. Moi, j'ai vu, j'ai passé toutes mes classes à Lyon, Boiron. C'est l'homéopathie, mais à un moment donné, Boiron, soit ses collaborateurs, permettaient, parce que c'était au grand temps de Boiron, il avait les capacités financières de dire des collaborateurs, à peu près, pour ceux qui font s'investissent dans des actions extérieures, ça peut être musique, de la musique, peut-être du sport, des associations, enfin des événements plus qualitatifs, en fait, ils allouaient en fait jusqu'à un jour par semaine, en fait, c'était très précurseur à l'époque. Mais ça, c'est faisable parce que l'entreprise à l'époque, en fait, avait les capacités aussi financières de pouvoir le faire. Et c'est plus toujours parfois le cas, en fait, dès lors, quoi. Donc, c'est un ensemble de choses. Après, pour dire un nom, je sais pas, Grand Frais, je connais pas suffisamment bien. Je suis pas sûre que j'en achète du Grand Frais, mais bon, ça c'est autre chose. Et qui m'inspire vraiment. Non, c'est plutôt des personnes. Je suis plutôt inspirée par des personnes. Ok. Ouais. Qui peut être à la tête de certaines entreprises. Voilà, ça c'est vrai. Ribou, à l'époque du Ribou de Danone, du grand Ribou de la période de Danone, oui, il avait insufflé quelque chose. On s'est reconnu aujourd'hui, si on prend une entreprise française. Ok. Voilà. Ok. En revanche, j'ai l'impression que ça se perd un peu, mais bon, ça c'est, je sais pas. De quoi? Pardon? J'ai l'impression que ces profils-là se perdent un peu dans les grandes boîtes. Ça c'est un autre sujet. Non, moi en général, il y a des entreprises où je pensais justement Apple, je pense à Decathlon, je sais pas, il y a un truc avec Decathlon qui fait que, en plus là je suis au Brésil, c'est une entreprise française qui est aussi au Brésil, entreprise forte, toujours accessible. Non, s'il y avait un exemple, parce que là, passer de Decathlon, moi je prends l'exemple plutôt de Patagonia. Patagonia aussi, ouais, c'est vrai. Patagonia aussi, il y a vraiment, et là, mais c'est une personne. En fait, Patagonia, c'est pareil. Vous revenez, en fait, c'est une personne. Ouais. C'est le CEO de Patagonia? Je connais même pas. Regardez ce que fait Patagonia, en fait. Vous verrez que sur ces sujets-là, c'est assez engagé, oui. Ok. Après, j'ai pas suivi, c'est pas un peu éloigné, donc là, c'est un peu éloigné, mais mes secteurs, mais de mémoire, je veux pas dire de bêtises, c'est quand même une belle boîte, qui a été assez investie sur
sur plutôt la partie environnementale, en fait. Ok. Et après, souvent, ça vient de plus petites qui peuvent travailler, et là, je les ai pas toutes en tête, dans la tech. Il y en a qui font bien. Je mène des Français, hein, je pense que Ouais. sur la partie environnementale, je me dis, Déjà. tout Ouais. couplé, hein, RSE, enfin, c'est le S et le G, ça devient, voilà, il y en a, par exemple, sur la partie environnementale, ou OVH Cloud, d'avoir un processus verticalisé, tout ça, etc., d'assembler, de maîtriser, si je dis, Ouais. la chaîne de bout en bout, leur permet d'ailleurs, oui, ils étaient assez en avance, même sur les processus de refroidissement. Donc là, c'est très spécifique à notre secteur d'activité du cloud. Mais voilà, Crosscall, c'est intéressant. Hum. Crosscall en France sur la partie mobile. Et puis effectivement, alors oui, dans la tech, oui, ce que fait effectivement sur la partie recyclable, c'est Fairphone. Moi, j'en ai pas, mais bon, je veux dire, je le dis sincèrement, mais je trouve que c'est intéressant ce que fait Fairphone. Voilà. Donc il y en a en fait, voilà. Pour maintenant, ça me vient, on va m'inspirer, puis on va rester parce que sinon je vais faire 4 heures. Petite question quand même, parce que du coup, moi, cette question, je l'ai écrite il y a 2 ou 3 semaines. Hein. Donc, c'est même pas du rebondissement, c'était déjà prévu. Ça va pas être un épisode spécial sport, mais moi, j'ai pour idée que le sport est extrêmement formateur pour le niveau professionnel, au niveau du mindset, comme qu'est-ce qu'ils disent sur les livres de développement personnel. Donc, toi, tu continues de faire du sport ou t'as arrêté à cause de peut-être du travail, d'autres choses, je sais pas. Alors, c'est particulier. Moi, j'ai fait du sport, ce qu'on appelle de haut niveau. J'étais Ouais. ce qu'on appelle élite maintenant, parce que les termes ont changé, mais ça doit être élite maintenant. Et j'étais alors pas dans le carré de l'équipe de France, tout juste de Florel, Ouais. mais dans Très très haut. chaque fois Ok. quand tu vas en compétition internationale, tu as des sélections, voilà, de mes 15 ans grosso modo à mes 25-26 ans. Après, j'ai toujours continué à faire du sport, mais beaucoup d'athlètes de haut niveau, quand après ils font du sport, ils le font pour leur voilà. Moi, je referais pas. On m'a proposé de refaire de la compète, même si c'est ce que j'adore, c'est ce qui m'a toujours et ce que j'ai aimé d'ailleurs. Hein. Donc ça, je mettrais la chose à part. Donc j'en fais comme je dirais, je peux. Mais ça reste, c'est un équilibre pour moi. Donc, si c'est pour répondre à ta question, si je n'en faisais pas, j'aurais un manque. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va faire du trail et m'entraîner 20 heures dans la semaine, parce que je considère que même à partir de ce seuil-là, d'ailleurs, j'ai pas le temps, ça, c'est autre chose. Il faut que je récupère. C'est une chose aussi, une composante très importante qu'on apprend dans le sport, d'ailleurs, la récupération, qui aide. On pourra faire le parallèle avec justement le professionnel. Là, c'est juste parce que j'ai besoin de me sentir. Et puis bon, bah, par exemple, pour aller courir, je me suis rendu compte comme on doit oxygéner un petit peu là-haut, ça donne des idées, même la marche en fait. Hein. Ouais. On a des trucs, on a des problèmes, et puis on se dit tiens, à ce coup, on a trouvé une idée. Donc ça aide à un moment donné aussi sur d'autres sujets, ou soit se vider si on fait des sports qui demandent de la concentration. Je vais remis un petit peu j'allais dire la tenue. Il y a une dizaine d'années pour m'amuser, hein, et avec mes enfants d'ailleurs. Et ça me vidait complètement parce que là c'est un sport qui demande d'être complètement concentré. Donc là je dormais bien après le soir, il n'y avait pas de souci là. Donc ça voilà. Mais En oui, fait, la question c'était plutôt, est-ce que tu penses que ton passé, justement d'élite dans le domaine du sport, ça t'a aidé à devenir une grande chef, à créer ta boîte, etc., bah, je sais etc. pas si je suis une grande chef, hein. J'ai pas la toque encore, mais Pas elle était encore. petite. Philippe Etchebest, si tu nous regardes ou tu nous écoutes. Mais je sais pas. Bon, je sais pas en fait. Moi, j'ai suivi quelqu'un dans sa création précédemment, qui s'appelle Sylvie Chauvin, qui avait créé Marques, un cabinet pareil, d'analyse stratégique, d'analyse de marché, qui a été revendu en 2018. Je dis 98, c'est l'année de la création, donc en 2018, moi j'en suis sortie pour créer ensuite Advice. Parce que maintenant oui, peut-être que le fait de vouloir avoir quelque chose, la création est importante pour moi. Donc à un moment donné, pour créer, soit c'est possible dans certaines organisations, soit après, bah, vous le faites en propre, et vous prenez en fait j'allais dire, la balle au bon, on va dire, et vous vous lancez. C'est pas donné obligatoirement à tout le monde aussi. Il faut avoir l'envie. Donc, peut-être aussi il y a un profil, mais je suis pas la seule. C'est pas parce que j'ai fait, je pense, du sport que je suis amenée à faire ça. En revanche, dans mon quotidien,
sur certaines choses, des périodes qui ont été un petit peu difficiles, notamment personnelles, cumulées à des professionnels, il y a notamment il y a 1 an, ça m'a permis sans doute de mieux les passer par la résilience et voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais moi j'ai accompagné pendant 1 an un parent en fin de vie et Alzheimer, c'est très compliqué quand on est quand on est proche aidant. Là, je peux vraiment le dire, je me suis vraiment après enfant unique, mais donc j'ai tout pris en frontal et à un moment donné, je savais plus où j'étais. Si je veux simplifier des choses, donc là, ça permet de dire, bah, j'ai appliqué des choses, je me dis, bah, faut que je dorme. Voilà. Je vais pas à un moment donné aller au-delà. Et je sais que dans le sport, parce que j'ai été blessée, comme beaucoup de sportifs, hein, à un moment donné, si on tire trop, de toute façon, et quand on se blesse, donc on peut plus. Et là, c'était pas possible, puisqu'il fallait d'un côté, j'avais un jeune, donc voilà, et des partenaires et des clients. Je dis, bah, je peux pas. À un moment donné, je me suis dit, mais si je me retourne et qu'il y a plus personne, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut trouver, on s'adapte. En fait, l'adaptation est un élément important que je pense qu'on apprend dans le sport. Après, il y en a qui ont des capacités autres, etc., naturelles, sans passer par le sport. Mais il y a des mécanismes qu'on apprend. Là, la récupération fait partie. Même 10 minutes, hein. On va se Bien coucher. sûr. Alors, Ah oui, je le dis, hein, moi je suis un fervent défenseur ne serait-ce de la sieste. Hein. La sieste est importante. ouais. Il faut faire des siestes, faites des siestes. Peut-être pas au bureau, mais Il a raison, hein. Je suis d'accord, hein. et ouais, non, moi j'avais fait du sport en très très jeune. Oui. J'ai eu une période où j'en faisais plus, et après j'ai repris. Et il y a vraiment un truc, c'est la résilience. Et justement, je voulais savoir si ça se retrouve chez d'autres personnes, qui fait que faut être un pitbull des fois, faut pas lâcher l'affaire. Et il y a des fois aussi, faut respirer, sinon Oui. ça explose. Oui. Donc L'adaptation, on l'apprend dans le sport aussi. ouais. Ça, c'est. Après, ça dépend quel sport vous faites. J'ai trouvé que c'est un sport comme assez complet quand même, l'escrime. Ouais. Et accepter aussi, ça, c'est un autre truc important. Moi, j'ai quand même créé ma société. Après, j'ai participé, j'étais actionnaire dans la précédente, hein, mais je n'enlève pas à Sylvie qui, elle, a créé. Donc, j'étais actionnaire et associée et je gérais une équipe de 6-7 analystes avec des externes. Ça monte un peu plus au-dessus. Après, quand on est vraiment, voilà, la création, donc d'accepter de dire que, bah, parfois, accepter que ça peut prendre plus de temps. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où faut lever des fonds, faut etc. Et où il faut tout aller très très vite, etc. Après, c'est des choix, je veux dire, voilà. Mais c'est possible de dire quand même, accepter que parfois c'est peut-être pas comme ça. Alors après, il y a quand même une réalité économique. Il faut quand même avoir des clients et avoir gérer de la trésorerie, hein, sans parler du SARS, des charges après qui viennent dessus, se gréver dessus. Mais c'est accepter ça. Et quand on est athlète, on s'entraîne. Alors après aussi, apprendre que faut de la régularité, se concentrer, pas se disperser. Et surtout quand on est très actif, on aura tendance à dire, bah tiens, ça marche pas là, on va aller là, etc. Et bah après, faut accepter de dire non, on continue là, on y croit, on continue. Donc rester concentré sur, je dirais, c'est comme dans un match. On va se concentrer sur ce que l'objectif en fait, pas trop se disperser. Ça c'est donc voilà, il y a pas mal de parallèles en fait qu'on va retrouver. Moi, c'est le planning aussi un plan. Bon, moi je l'avais appris, mais moi je vois là, je suis en train de l'apprendre à d'autres personnes avec qui je travaille. Que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, hein, typiquement. Là, très clairement. Ouais, complètement. Complètement. Ça c'est. Ouais. C'est ce que je me disais, il manque des trucs à l'école, apprendre à être productif, ça on l'apprend pas. Ouais. On va basculer sur un épisode spécial école, ministère de l'Éducation, et puis apprendre toutes les valeurs transmises par le sport, qui en France n'est pas du tout mise en valeur. Mais c'est un autre sujet. Jérôme Président. Voilà, sportif, hein. J'ai soutenu l'escrimeur, enfin avec son club, parce que c'est Maxime Poty. Ouais. Voilà, tout à fait, oui. Qui est c'est très belle atteste. Ça c'est cool. Mais pour ajouter ma petite touche de sport dans la conversation, il y a les sports comme l'escrime et comme d'autres qui ont de la confrontation. Ça t'oblige à soit l'humilité, soit à arrêter, parce que en fait, il y a un moment où tu vas perdre, c'est les règles du jeu. Même si t'es le meilleur, à un moment tu vas perdre.
Et à ce moment-là, il faut être humble et se dire la vie continue et se dire Ouais. ok, je peux rester une journée à terre, mais je vais pas non plus me morfondre sur moi-même parce que la vie doit continuer. Et ça, j'aime beaucoup. Oui. Après, il y a dans des sports d'opposition, on n'est jamais confronté toujours aux mêmes adversaires, on va dire, puisqu'on n'a pas d'adversaire. Hein. Donc, une fois ce que vous n'avez pas fait une fois, vous pouvez le gagner une autre fois et vous pouvez arriver possiblement en finale parce que l'autre, celui, votre bête noire possible, souvent il y a parfois la bête noire, bah, il aura aussi sa bête noire. Voilà. Donc, bah, je dirais à un moment donné, non, après ce que tu mets en avant, Anthony, mais ça c'est vrai, c'est de lâcher prise quelque part. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter que il y ait des phases en fait dans la vie que on a à un moment donné, moi quand à un moment donné, j'étais au plus haut niveau, mais c'était plus possible dans le cas de continuer en fait. Donc j'ai arrêté. J'ai dit voilà, ça va pas empêcher de revenir pour mon plaisir. Après, un peu plus tard, donc on garde des choses quand même qu'on peut transmettre après à d'autres. Donc d'une certaine façon, on a toujours un message qu'on peut porter. Arrivé à un certain quand on a acquis voilà, de l'expérience, on peut le transmettre. Donc ça après c'est une autre voie qu'on va prendre. Et elle est tout à fait possible. Tout à fait. Ça fait un petit bout de temps qu'on discute là. Oui, c'est Et pour ça, c'est les capteurs là. et du coup, je me dois de clore ce podcast parce que je sais que toi, spectateur, tu apprécies, mais il faut que tu ailles chercher les enfants à la crèche, cuisiner, faire plein de choses, donc on n'a pas toujours le temps. Et en dernière question, j'aurais une question pour toi, Emmanuel. Ce serait, est-ce que tu as un mot de la fin à nous laisser, quelque chose qu'on devrait regarder, qu'on devrait lire, ou peut-être même tu as une question à poser à Jérôme, typiquement quel sport de combat il fait, ou je sais pas. Mais est-ce que tu as un mot de la fin pour nos audio téléspectateurs? Sur nos parties qu'on a évoquées, c'est quand même ne pas lâcher malgré tout, même si il y a faut savoir passer la main, comme tu l'as dit, et accepter, comme c'est l'histoire du colibri, hein, Rabin, bah, chacun, on peut apporter quelque chose, quel que soit le sujet, en fait, qui va faire avancer. C'est peut-être pas c'est peut-être au niveau d'une personne, mais c'est déjà énorme. Donc au niveau d'une personne, aller sur la partie sociétale par exemple, ça peut être au niveau d'un groupe, quelque part, d'une entreprise, de la société plus largement, etc. Donc moi je dirais oui, faut garder cette envie, cette foi quelque part, foi dans le bon sens, voilà, du terme. Hein. C'est pas un acte religieux ici que j'appelle, hein, mais ce serait mon mot de la fin. Hein. Continuons, faut pas lâcher quoi. Dernièrement, d'ailleurs, je répète ce que dit un de mes clients, ce qu'a dit un de mes clients, faut pas lâcher. Nice, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh bien du coup, cher audio téléspectateur, toi qui es là après 1h30 de discussions intenses, intéressantes, je te le redis, tu es brave et tu soulignes là un engagement que je ne peux qu'apprécier. Et donc je te remercie. Si tu ne l'as pas déjà fait, pense, mets le petit pouce bleu en bas à gauche. Sur Spotify, tu mets 5 étoiles, tu t'abonnes. Ne clique pas sur la cloche parce que les notifications, ça rend les gens fous et ça leur fait perdre le temps. Tu regardes les vidéos quand t'as le temps, il n'y a pas besoin de notif. Et sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand et où vous êtes. Et bonne journée à toi, Jérôme, et à toi, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.